Les bergeries sont peu nombreuses au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pourtant, c'est une production qui offre une belle diversité de produits animaux. Bienvenue à Agriproduction. La Bergerie du Nord existe depuis 2003. C'est la propriétaire, Julie Trottier, qui a décidé de se tourner vers la production ovine. Bien, en fait, la Bergerie du Nord existe depuis 2003, mais la ferme ici existe depuis 1895. Donc, ça a été bâti, construit par mes arrière-arrière-grands-parents. Ensuite, mes arrière-grands-parents ont vécu ici aussi avec une ferme de subsistance à l'époque. Par la suite, avec mes grands-parents, ça s'est transformé plus vers la production laitière, que mes parents ont continué là, dans les années 70 jusqu'aux années 90, en fait, jusqu'en 1995. Par la suite, il n'y a pas eu d'animaux ici là, de 1995, je dirais, dans la ferme comme telle, jusqu'en 2003. Mais on avait quand même les terres et les bâtiments. Puis moi, j'ai repris, après mes études, puis avoir travaillé un petit peu, j'ai repris la ferme en 2003 pour la transformer là, en bergerie. Bien, en fait, on n'a pas d'employés comme tel à la ferme. C'est une ferme qui est très familiale. Donc, c'est beaucoup d'aide que je reçois, notamment de la part de ma mère, qui est très impliquée au niveau de la savonnerie. J'ai un de mes oncles qui travaille à temps plein avec moi sur la ferme. Mon conjoint travaille à l'extérieur, mais quand j'ai besoin, il vient me donner un coup de main, mon frère, un autre de mes oncles. Donc, c'est vraiment très familial. On n'a pas comme je dis souvent, j'ai pas de travail à l'année pour un employé. Il y a des périodes qui sont plus achalandées, mais on réussit toujours à trouver avec la famille pour me dépanner quand j'ai vraiment besoin. Bien, pourquoi les moutons? Premièrement, c'est que moi, quand j'étais plus jeune, j'en ai eu un. Mes parents m'en ont donné un au biberon, puis j'ai eu un coup de foudre pour cet animal-là. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Puis, tranquillement, j'ai monté mon petit troupeau. Comme je disais tout à l'heure, il n'y avait pas d'animaux entre 1995 et 2003 sur la ferme comme telle, mais j'avais des bâtiments derrière où est-ce que moi, j'en avais. Donc, j'en ai eu jusqu'à une vingtaine, là, tout en allant à l'école puis en travaillant à travers ça. Puis, en 2003, bien, l'opportunité de reprendre la ferme est arrivée. Donc, c'est là que j'ai décidé de me consacrer uniquement à la production ovine. Puis, comme j'en avais déjà une vingtaine, bien, j'ai racheté des animaux pour monter mon troupeau. C'est vraiment une histoire d'amour avec cette espèce-là, ce qui fait que j'ai décidé d'approfondir plus mon travail envers cette espèce-là, puis de démarrer la bergerie. Au Lac-Saint-Jean, on compte très peu de bergeries, car c'est une production incertaine. Les bergeries ici, le nombre exact, je le sais pas, parce que ça bouge beaucoup. C'est sûr que c'est pas une production qui est facile. Comme on disait tout à l'heure, les prix à l'encan sont pas toujours stables, donc c'est pas évident. Il y a quand même pas mal de frais reliés à ça. Pour avoir une bergerie, une famille qui vit entièrement d'une bergerie, bien, ça prend au moins 450 femelles, donc c'est énorme, c'est beaucoup de travail. Faut être très présent en période de naissance parce que c'est facile d'avoir des décès parce que les agneaux, bon, souvent les brebis en ont plusieurs, bon. Donc, c'est pas évident, ce qui fait que ça joue beaucoup, le nombre de bergeries. Le troupeau compte beaucoup de femelles ainsi que 4 mâles. Le travail de fécondation s'effectue donc naturellement. Bien, en fait, la bergerie comme telle compte 4 béliers reproducteurs avec 150 brebis reproductrices. Mais à cela s'ajoutent les agneaux, donc c'est sûr que ça joue beaucoup pendant l'année. Mais dans le plus fort de la saison, là, on pourrait dire qu'on a autour de 350 têtes là, à la bergerie. Mais le troupeau de base compte ce que j'ai dit tout à l'heure, 150 femelles, 4 béliers. On travaille avec les béliers. Bien, c'est sûr que c'est pas comme avec les vaches, les bœufs. Les béliers, c'est quand même plus petit, donc c'est plus facile à manœuvrer. Donc, on aime mieux travailler. Puis, il se fait pas vraiment beaucoup d'insémination non plus dans le mouton. C'est plus simple de travailler avec les béliers. Des moutons, il en existe plusieurs sortes. Le mélange des races amène son lot d'avantages à la ferme. Oui, il y a plusieurs races, comme dans les vaches, comme dans les chevaux, peu importe. Il y a vraiment beaucoup de races. Ici, au Québec, les races qu'on voit communément, bien, on a la brebis d'Orsette, la petite brebis blanche, un peu trapue, qui est très connue. On a les Suffolk, qui sont les moutons qui ont la tête noire, les pattes noires, qu'on va voir aussi. Mais de plus en plus, bon, on va voir des races un peu plus prolifiques, la Romanov, qui donne beaucoup de bébés, mais qui n'est pas très grosse. Mais oui, il y a énormément de races ici au Québec, puis il y a même énormément de races en Europe qu'on ne voit pas ici aussi, là.
Donc, il y en a beaucoup. Moi, mon troupeau n'est pas pur à 100%. J'ai une partie de mes femelles qui est pure, que je reproduis avec un bélier de la même race, en fait, pour me faire des femelles reproductrices. Mais sinon, j'ai beaucoup de croisés. Puis, dans le fond, j'ai fait des croisements selon ce que j'avais besoin parce que, comme je disais tout à l'heure, oui, j'ai besoin de lait, mais j'ai besoin de viande aussi. Donc, j'essaie d'avoir le meilleur des deux mondes, ce qui fait que j'ai fait des croisements à travers les années pour donner le troupeau que j'ai là. J'essaie d'avoir, de la brebis laitière croisée avec des béliers un peu plus viandeux qu'on appelle, donc ils ont des plus grosses carcasses qui vont me donner des agneaux quand même assez gros à la naissance, qui vont avoir une croissance assez rapide, puis qui vont pouvoir partir assez tôt de la bergerie pour justement la production de viande. Une bergerie demande des installations spécifiques et une certaine quantité de terre. Bien, en fait, nous, avant de transformer l'étable en bergerie, c'est sûr qu'on a fait le tour de plusieurs bergeries un peu partout au Québec pour voir comment c'était installé, comment fonctionner. Mais je dirais qu'on a fait une installation de base, puis ensuite, on s'ajuste au fur et à mesure selon nos besoins. Dans le fond, on travaille d'une façon, puis c'est pas nécessairement la bonne, donc on s'y réajuste. Les moutons, il faut travailler beaucoup avec les barrières. Il n'y a pas 56 solutions. C'est vraiment avec les barrières qu'on travaille. Donc, faire les enclos en conséquence. Donc, faire des couloirs, des corridors. Donc, on s'ajuste comme ça, là, à force de connaître l'animal. En fait, on a 250 acres sur la ferme, mais moi, j'en ai une petite partie pour le foin. Les autres terres, c'est mon frère qui les cultive en céréales. Donc, c'est de cette façon-là qu'on procède. Puis c'est sûr qu'avec 150 brebis, bon, j'en fais une bonne partie. Le reste, je l'achète chez des producteurs voisins là, qui me fournissent ce qui me manque. Là. Le pâturage constitue la principale source de nourriture des brebis. Bien, les moutons, le régime alimentaire ressemble pas mal à celui d'une vache. C'est sûr que ça mange beaucoup moins. Donc, nous, sur la ferme, on fait une partie de notre foin. Pour les céréales, moi, je les achète. Donc, les moutons sont nourris à l'orge. Et puis, sinon, c'est le pâturage. Donc, ils sont au champ pendant une bonne partie de l'été. Mais c'est du foin sec, idéalement, là. L'ensilage, c'est sûr, quand on est mal pris un petit peu. Mais sinon, c'est vraiment le foin sec de deuxième coupe qu'on leur donne, de mie. Dans mon cas, j'ai du pâturage, puis j'ai la chance de pouvoir les envoyer. Donc, c'est sûr que moi, je préfère les envoyer au pâturage. Donc, la saison de pâturage commence chez nous à peu près fin avril, début mai. Puis, ça va jusqu'en novembre. Donc, il y a des brebis qui sont pratiquement tout le temps, d'autres qui vont y arriver pendant l'été. Donc, ça dépend. Puis, j'ai toujours un groupe de femelles, celles qui mettent bas à la fin du printemps, au début de l'été, qui passent l'été au pâturage avec leurs agneaux. Donc, mais c'est vraiment libre à chacun. Il y en a qui n'ont pas vraiment beaucoup de pâturage ou que c'est trop côteux, qui peuvent avoir de la prédation. Dans mon cas, bien, on a la chance de ne pas avoir de prédation. Les animaux sont toujours à vue. Il n'y a pas de grandes côtes où est-ce qu'ils peuvent être cachés. Les boisés sont loin. Donc, c'est ce qui fait qu'on les garde au pâturage. Moi, je préfère les envoyer. Puis, je pense qu'au printemps, ils sont contents de sortir. Puis, aussi, ça diminue la charge de travail pendant l'été où est-ce qu'on a beaucoup d'autres choses à faire. La bergerie du Nord est une ferme conventionnelle. Le traitement des bêtes est donc plus facile à gérer. Dans mon cas, étant donné que j'achète une partie de mon foin qui vient de producteurs agricoles qui ne sont pas biologiques, déjà là, en partant, je ne pourrais pas l'être. Et puis, moi, mes animaux sont élevés de façon tout à fait naturelle. Les portes de la bergerie sont toujours ouvertes. Ceux qui veulent voir quand ils viennent à la savonnerie ou qui veulent se procurer de l'agneau veulent voir comment ils sont élevés. J'ai aucune cachette, aucun secret, donc ils peuvent venir voir, il n'y a pas de problème. Et puis, les animaux sont sur pâturage. Mais moi, personnellement, je vois pas l'intérêt de demander la certification bio. Je crois pas que ça augmente le prix de mon agneau, que ça m'en fasse vendre plus, parce que les gens savent comment ils sont élevés. Ils voient comment je travaille aussi. Donc, pour mon créneau, moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir cette certification-là, quoique je suis tout à fait d'accord avec ceux qui l'ont, il n'y a aucun problème avec ça. Bien, moi, j'ai ma formation en santé animale. Donc, et puis après plusieurs années dans ce domaine-là, je commence à bien les connaître, mes animaux. Puis les problèmes de santé qui surviennent sont sensiblement toujours les mêmes. Donc, c'est sûr que moi, je travaille beaucoup de concert avec ma vétérinaire. Donc, quand j'ai des questionnements ou peu importe un animal dont je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'il peut avoir, je l'appelle avec les symptômes, tout ça, on essaie d'établir un diagnostic. Puis j'ai ma pharmacie là, pour pouvoir les traiter moi-même puis les soigner moi-même. La période des naissances est contrôlée par la propriétaire. Elle s'assure ainsi d'avoir des agneaux de différentes périodes d'âge. Bien, ici, ça agnelle, on appelle ça agnoler. En fait, elles vont agnoler pendant tout l'hiver. Moi, ça commence les naissances au mois de janvier puis ça termine en juillet.
Donc, à tous les mois, j'en ai, ce qui fait que c'est vraiment la période d'hiver qui est la plus demandante de ce côté-là. Ensuite, l'automne, c'est l'engraissement des agneaux. Donc, à ce moment-là, là, j'ai pas de bébé qui arrive. La moyenne, je dirais, c'est 2 agneaux. Ici, sur la ferme, des triplets, c'est très, très régulier. On a des quadruplets à quelques reprises. Puis, il y a des troupeaux où est-ce qu'on voit même des quintuplés parce que c'est des femelles qui sont très, très, très prolifiques. Mais la moyenne acceptable puis appréciable qu'on souhaite, c'est vraiment 2 agneaux. La femelle ayant 2 trayons, comparativement à 4 pour la vache. 2 trayons, donc 2 agneaux, c'est parfait. On donne des biberons à ceux qui en ont besoin. Donc, une femelle qui va avoir 4 bébés, puis qu'elle ne suffit pas à la demande, elle ne réussit pas à les nourrir adéquatement. Ce que je fais, c'est que je laisse quand même les petits avec leur mère, mais je vais donner des biberons dans les enclos. À moins d'un problème vraiment majeur, un agneau qui fait de l'hypothermie, une femelle qui le rejette et qui ne veut pas vraiment pas le ravoir, ou une brebis qui est très malade, qui ne peut pas s'occuper de son agneau, bien à ce moment-là, on va les retirer, les mettre dans un parc spécial où est-ce que là, on va donner exclusivement le biberon. Mais dans la majeure partie des cas, on essaie de laisser le bébé quand même avec sa mère et on donne les biberons selon la demande. Après la pause, les produits d'une bergerie. Ils étudient, elles travaillent. Ils créent, elles innovent, ils grandissent. Sans leur présence, le Québec ne serait pas complet. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants contribuent plus que jamais au développement de notre société. L'avenir du Québec ne peut s'écrire sans l'immigration. Personne ne dirait ça. Alors pourquoi le dit-on à propos des gens qui souffrent de dépression? Tout comme le cancer, la dépression est une maladie. Une vraie maladie. La Bergerie du Nord est l'une des premières fermes à récupérer le lait de brebis pour créer du savon. L'entreprise offre une centaine de variétés de savons, de baumes et de lotions pour le corps. Bien, en fait, le savon à base de lait de brebis, c'est un peu le même principe que les savons au lait de chèvre ou peu importe tous les laits qu'on peut utiliser. La différence avec le lait de brebis, c'est que c'est un lait qui est extrêmement riche. C'est le lait le plus riche. Donc, le taux de matière grasse va osciller entre 7,5 et 8 %, ce qui fait que c'est très, très gras. Donc, c'est un lait, donc on va voir les propriétés dans le savon. Ça fait un savon qui est extrêmement doux pour la peau, qui est très crémeux, très hydratant, très nourrissant. Donc, nous, on a commencé ça peu de temps après avoir mis sur pied la bergerie. Et puis, ça ne cesse d'augmenter. On a de plus en plus de clients. On a des clients très, très fidèles qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. On vend en ligne. On a une page Facebook qui est très active également. Donc, la savonnerie, ben, c'est né d'un besoin, d'un désir de faire autre chose parce que l'engraissement d'agneau comme tel, ben, c'est pas ce qui est le plus demandant quand ils sont avec leur mère. Donc, moi, je voulais développer d'autres projets, je voulais faire d'autres choses. C'est là que la savonnerie, la fabrication de savon est arrivée. Par la suite, ben, on a construit la boutique qui est ici, en 2006, en fait. Et puis là, ben, les gens peuvent venir directement à la savonnerie qui est ouverte en tout temps. Donc, c'est l'atelier, mais c'est aussi la boutique, donc tout est ici sur place. Chaque savonnerie a sa fabrication propre. Je dirais que dans notre cas aussi, on a travaillé fort pour élaborer une recette parce que comme il n'en existait pas du savon lait de brebis, pas qu'il n'en existait pas. Comme je dis toujours, j'ai pas la prétention d'avoir inventé le savon, loin de là. Mais on ne trouvait pas de recette de savon au lait de brebis à nulle part parce que c'était pas tant connu que ça. On trouvait beaucoup de recettes de lait de chèvre, ce qui fait qu'on a dû adapter des recettes de chèvre avec notre lait, parce que le lait de chèvre est moins gras que le lait de brebis, donc ça ne donnait pas nécessairement le résultat qu'on souhaitait. Donc, on a travaillé notre recette pour en faire le produit final qu'on peut voir maintenant. Donc, nous, notre savon, il est à base, de lait de brebis, parce que tous les savons en boîte comme ça contiennent 40 % de lait de brebis, ce qui est énorme. Par la suite, ils contiennent de l'huile de noix de coco, de l'huile d'olive et de l'huile de canola. Donc, on travaille avec ces 3 huiles-là. Puis, il y a évidemment l'hydroxyde de sodium là, qui entre dans la composition du savon pour faire prendre le savon et par la suite lui donner la belle texture qu'on va retrouver avec le lait également à l'intérieur. Donc, c'est un savon qui est, comme je disais, très, très doux pour la peau. Ici, on en a présentement, là, on est autour de 125-130 variétés de savon.
différentes. C'est sûr que ça va jouer. Il y a des sortes qu'on va éliminer parce qu'ils ne sont pas appréciés plus qu'il faut. Il y en a d'autres qu'on va rajouter. Puis comme je dis toujours, faire du savon, c'est comme un terrain de jeu, là. Il y a tellement de possibilités qu'on peut faire. Donc, à un moment donné, on peut même mélanger des fragrances qui vont donner des résultats super intéressants. Donc, 125, 130 sortes. On joue pas mal toujours autour de ça. On réussit vraiment à combler les besoins de chacun, les désirs de chacun avec tout ça. Et puis, c'est de cette façon-là là, qu'on procède. Là. On a des huiles essentielles, on a des huiles parfumées de grade cosmétique. Puis, on a des savons aussi qui sont nature, sans parfum, sans huile essentielle, pour les peaux très sensibles ou intolérantes aux différentes odeurs. Pour faire du savon, il faut du lait. La propriétaire doit donc traire ses brebis. Bien, pour la traite, c'est sûr qu'au départ, quand j'ai commencé, c'était vraiment la traite manuelle, à la main. Mais très rapidement, j'ai dû faire l'achat d'une treilleuse parce que c'était pas évident de récolter à la main les brebis. Donc, on a une petite treilleuse qui est vraiment adaptée pour les brebis et non pas pour les chèvres parce que c'est différent. Donc, c'est une treilleuse qu'on a achetée, qui est importée d'Europe parce qu'à ce moment-là, il n'y en avait pas ce qu'on voulait ici au Québec, mais là, il doit en avoir parce qu'il y a de plus en plus de fermes laitières de brebis. Donc, c'est vraiment une petite treilleuse, le même principe que celle pour les vaches, excepté qu'on récolte à même, donc il n'y a pas de gros récipients, c'est vraiment tout à même sur la treilleuse. Donc, moi, je traille les brebis une par une, mais comme je fais des groupes de 15 femelles à peu près, donc ça se fait quand même assez rapidement. Pour avoir une production de lait, on attend que les bébés soient sevrés. Moi, dans mon cas, c'est de cette façon-là que je procède. Comme je disais tout à l'heure, j'ai 150 brebis, mais les 150 brebis ne mettent pas bas tout en même temps, donc ils sont répartis par groupe de 15 à 20 femelles à la fois. Moi, je laisse les bébés avec leur mère jusqu'au sevrage, ce qui veut dire entre 6 et 8 semaines. Ensuite, quand je retire les agneaux, là, je commence la traite des femelles. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que je vais les retraire sur une longue période, mais je récolte ce que j'ai besoin. Puis, j'en ai toujours un groupe qui s'en vient le mois suivant. Donc, ce qui fait que moi, je congèle mon lait au fur et à mesure pour toujours travailler avec du lait frais. Donc, on décongèle toujours, puis on fabrique notre lait selon ce qu'on a besoin, ce qui nous permet de récolter là, le lait de toutes nos brebis, puis de le conserver pendant toute l'année. Bien, les bonnes brebis laitières de race vraiment laitière peuvent donner jusqu'à 2 litres, 2 litres et demi là, par traite. Mais là, on parle vraiment de brebis laitières qui sont traits à tous les jours, puis pour la fromagerie. Sinon, je dirais 1 litre et demi, là, c'est à peu près ça que ça peut donner dans son pic de lactation. Le savon n'est pas le seul produit vendu à la bergerie. L'entreprise vend aussi des produits faits avec de la laine. Bien, en fait, je dirais, il y en a pas un, il y en a plusieurs. Les savons, c'est sûr que c'est notre produit d'appel. C'est vraiment avec ça que les gens nous ont connus au départ. On a débuté avec ça, mais par la suite, on a greffé d'autres produits. Évidemment, quand on entre dans ce monde-là, c'est difficile de ne pas développer autre chose. Donc, on a des crèmes, on a des lotions, on a différents produits. Puis, on a peut-être un 5 de nos produits qui ne contient pas de lait de brebis, mais qui est fait ici aussi à base de cire d'abeille. Donc, nous, on travaille avec un apiculteur de Normandin, qui est M. Picard, de Miel Picard. Donc, on utilise la cire d'abeille et le miel qui provient de chez lui. Et là-dessus, on a conçu, il y a quelques années, un baume musculaire qui est très apprécié pour les douleurs musculaires, les raideurs, les maux de tête, les jambes lourdes. Donc, les gens peuvent l'appliquer. Puis, c'est un peu le même effet que l'antiflogistine, excepté que c'est tous des produits naturels. Donc, ça reste pas huileux sur la peau. Donc, ça pénètre, ça va vraiment hydrater en profondeur. Donc, ces produits-là sont très prisés aussi. Et puis, on a aussi développé il y a quelques années, la laine. En fait, la laine, nous, on devait l'acheter parce qu'il n'y a rien qui la récupère ici, puis il n'y a pas de moulin, puis c'était compliqué d'entreposer ces ballots de laine-là pour les envoyer à l'extérieur. Donc, on devait l'envoyer tout simplement à l'éco-centre. Mais depuis quelques années, j'ai une dame là, qui récupère ma laine brute. Donc, une fois que les moutons sont tondus, on met ça dans des poches, puis on lui retourne de cette façon-là. Donc, elle fait vraiment tout le processus là, ancestral, là, c'est-à-dire elle lave la laine 3 fois, ensuite elle va la carder. Elle la fait sécher, elle la carde, ensuite elle va la filer. Et puis, par la suite, elle m'apporte soit des bas qui sont déjà tricotés, mais j'ai aussi des écheveaux de laine là, qui sont disponibles à la bergerie. Donc, les gens qui veulent tricoter eux-mêmes à partir de la laine de nos moutons, c'est possible également. Donc, on a ce petit créneau-là qui est vraiment de façon artisanale puis très marginale, mais quand même qui développe de plus en plus parce qu'à chaque année, dans le temps des fêtes, c'est la pénurie de bas chez nous. Là. Donc, à chaque année, il faut se prévoir beaucoup plus d'avance pour avoir les bas en quantité suffisante. La viande d'agneau est également vendue. Oui, en fait, oui, depuis peut-être 4-5 ans, on a aussi la viande d'agneau. En fait, les gens peuvent venir directement à la ferme se procurer des découpes d'agneau qui sont congelées, emballées sous vide, parce que, bon, évidemment, dans la région, on n'a plus d'abattoirs et
pas de boucherie là, qui peuvent me faire les découpes. Donc, je dois travailler avec un boucher de l'extérieur, mais ça me revient chez moi congelé, emballé sous vide. Donc, les gens peuvent venir directement acheter un gigot, des côtelettes, des paquets d'agneaux hachés. Donc, à l'unité, pas besoin d'acheter un agneau entier ou en demi. Quoique, de plus en plus, on en vend aussi de cette façon-là. Sans faire nécessairement beaucoup de publicité, c'est par le bouche à oreille. Les amateurs d'agneaux ont de la difficulté à s'approvisionner dans la région. Donc, souvent, ils me sont référés de cette façon-là. Donc, oui, on a la viande également. Les charcuteries aussi qu'on fait faire, mais qui sont à base de nos agneaux. Donc, des rillettes et des terrines qu'on a normalement de disponibles. Là, présentement, je suis un peu en pénurie d'agneaux, mais dans les prochains mois, les tablettes vont se regarnir parce que là, on a quand même beaucoup d'agneaux qui sont nés ce printemps, là, qui sont destinés à cette fin-là. En fait, c'est sûr que sur les agneaux qui naissent à la bergerie, donc nous, ce qu'on priorise, c'est vraiment la production d'agneaux lourds, donc les agneaux avec des plus grosses carcasses pour justement les clients qui achètent des agneaux entiers ou en demi, puis pour avoir également de plus grosses quantités de viande. Donc, on a ceux-là qu'on va prioriser. Sinon, on a des agneaux qui s'en vont à l'encan, donc qui vont être catégorisés agneaux légers, ou agneaux de lait pour des plus petits, parce qu'il y a des agneaux qui vont grossir moins rapidement. Puis, il y a quand même 20-25% de femelles qu'on va regarder pour le remplacement du troupeau, donc des femelles de remplacement. À chaque année, on essaie d'en garder entre 20 et 25, là, parce qu'à chaque année, on a cette même quantité-là de brebis qu'on envoie là, qui sont rendues trop vieilles ou qui sont malades ou peu importe. Donc, il faut remplacer le troupeau. La production ovine n'est pas sous gestion de l'offre, ce qui fait varier le prix de la viande. Bien, le prix varie effectivement pour les agneaux qu'on va vendre via l'encan, qui est situé à Saint-Hyacinthe. Par contre, avec les agneaux lourds qu'on vend d'une autre façon, c'est un autre canal, donc qui s'appelle l'agence d'agneaux. C'est l'agence de vente des agneaux lourds. Donc, cette agence-là, c'est des agneaux qu'il faut transiger, il faut appeler à toutes les semaines pour dire qu'on a tant d'agneaux à vendre et peu importe. Et puis, donc, de cette façon-là, les agneaux ont un prix fixe. En fait, à tous les 6 mois, le prix va changer un peu dépendamment dans l'année, mais on a un prix fixe. Donc, on sait toujours quel prix qu'on va avoir pour ces agneaux-là. Mais oui, à l'encan, le prix va changer, va varier. Par contre, depuis quelques années, c'est un prix qui est quand même intéressant. Donc, puis moi, ce que je vends à la ferme, parce que j'en vends quand même 75% de mes agneaux lourds qui est vendu directement ici à la ferme. Donc, le prix est fixe également, va varier selon le poids de l'animal, mais sinon, le prix au kilo demeure le même. Donc, ça fait qu'on sait quand même possiblement là, quel prix qu'on va avoir pour les animaux. Puis, on n'a pas de quota non plus dans l'agneau. Donc, c'est vraiment la production libre. On y va selon ce qu'on a. Moi, dans mon cas, avec 150 brebis, c'est parfait. C'est sûr qu'on peut aller vers des femelles qui sont plus prolifiques. Encore là, là, on va avoir, oui, beaucoup de bébés, mais des agneaux plus petits. Donc, qui sont difficiles de faire en agneau lourd. Si on veut aller vraiment vers de la grosse carcasse, des gros agneaux, oui, c'est des femelles qui vont être moins prolifiques, mais vont donner des gros agneaux. Donc, ça dépend vraiment de chacun. Ça dépend si on aime donner des biberons aussi, parce qu'avec des femelles prolifiques de 3-4 bébés, souvent, il faut sortir les bouteilles, donc c'est plus de travail, plus de temps. Mais d'un autre côté, ça nous fait des belles femelles porteuses, des belles brebis qui vont avoir plusieurs agneaux, puis qui vont être quand même très laitières. Donc, ça dépend vraiment de chacun, de ce qu'il veut faire. Mais moi, dans mon cas, à 150 brebis, c'est parfait. J'ai pas l'intention d'aller plus au-delà de ça, parce que c'est beaucoup de travail, surtout quand c'est la période des naissances. Donc, surtout, c'est très demandant là, en période hivernale quand on a les bébés qui arrivent. Même si le mouton était élevé pour sa laine et sa viande, il est possible de faire de l'agriculture autrement. Les agriculteurs peuvent créer d'autres usages au produit animal. C'était tout pour l'émission d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'Agriproduction. Je suis Astar, un robot de la planète Danger. Moi, je peux remettre mon bras. Vous pas. Jouez prudemment. Les dangers
dangers peuvent être présents dans votre propre voisinage et même à la maison. Vous devez apprendre à repérer les dangers avant de commencer à vous amuser. Écoutez les enfants amputés qui font partie du programme Les Vainqueurs. Ils peuvent vous affirmer qu'il suffit de quelques secondes de plaisir au mauvais endroit pour changer votre vie à jamais. On jouait en câble, puis ma mère, elle avait appelé au téléphone, puis on est allé demander à qui qu'elle appelait. Elle appelait à Hydro-Québec. On lui avait demandé pourquoi elle appelait là. Elle nous avait dit d'aller voir le poteau, puis là, il était tombé en cette direction-là. Puis maman, elle avait dit de ne pas descendre les marches, puis mon frère, lui non plus, il ne voulait pas. Puis là, moi, j'étais trop curieuse, puis j'étais allée chauffer dans haut. On venait électrocuter. Rester loin des poteaux électriques quand ils sont tombés à terre, puis des choses dangereuses. Faites en sorte qu'un accident ne vous arrive pas. Jouez prudemment. J'étais en train de jouer avec mon frère, puis là, j'ai été à cette chose-là, puis mon bras s'est entortillé avec la chaîne. Mon bras est arraché dessus. Je veux dire que même s'ils veulent aider leurs parents, restez loin des machines dangereuses et peu importe ce que vous faites, jouez prudemment. Avec la prudence, pas d'accident. Donc, jouez prudemment. On a vu des trains, fait que on était joué là. Mais on a voulu jouer sur les échelles, on se promenait sur les trains. Là, à un moment donné, on jetait à terre. Là, mes deux cousins, je les avais perdus. Fait que là, j'ai traversé la chaîne. Là, le train, il a reculé. Là, j'ai tombé. Là, j'ai roulé, là, je me suis fait frapper. Jouez prudemment. Attention les enfants, un accident peut survenir n'importe où. Faites une marche active sur la prudence et repérez les dangers avant de commencer à vous amuser. Jouez prudemment. À bientôt.